La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Comment déclarer son CIR 2020 en toute sérénité, organisé en partenariat avec Hoche Avocat. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous répondrons à toutes vos questions pendant environ 10 minutes. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant la conférence en ligne grâce au module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. De plus, la présentation de nos experts vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Laïla Elwali, fiscaliste chez Heming. Bonjour Laïla. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Pardon. Je vous présente maintenant Maître Éric Quentin, associé du cabinet Hoche Avocat. Bonjour Éric. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Je laisse maintenant la parole à Laïla qui va vous présenter l'agenda de notre webinaire. Laïla, c'est à toi. Merci Delphine. Du coup, nous allons vous présenter comment déclarer et sécuriser votre crédit d'impôt recherche. Nous commencerons par vous préciser les modalités de déclaration du crédit d'impôt recherche de manière classique et également les mesures particulières prises durant cette période en raison de la crise sanitaire. Par la suite, nous allons effectuer un focus sur deux postes de dépenses importants à sécuriser, que sont les dépenses de personnel d'un côté et de l'autre, les dépenses de sous-traitance, poste de dépenses qui fait l'objet d'une attention particulière par l'administration fiscale lors des contrôles fiscaux et qui fait l'objet de nombreuses évolutions. Ensuite, nous ferons un point sur l'utilisation de votre créance de crédit d'impôt recherche. Et enfin, nous terminerons par les actualités, le CIR étant un dispositif qui fait l'objet de nombreuses évolutions, tant législatives que jurisprudentielles. Nous allons donc commencer par la sécurisation de la procédure de déclaration du crédit d'impôt recherche 2020. Pour ce faire, je laisse la parole à Maître Quentin. Merci Laïla. Alors effectivement, un petit rappel en ce qui concerne la déclaration spécifique au crédit d'impôt recherche, le fameux formulaire 2069A, qui doit être joint à la déclaration de solde de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, le délai cette année sera le 19 mai 2021, compte tenu du délai de 15 jours supplémentaires dont disposent les entreprises avec la procédure TDFC, étant rappelé au surplus que la télédéclaration est obligatoire depuis 2020 en utilisant cette procédure EDI TDFC. On rappelle également qu'en ce qui concerne spécifiquement les entreprises qui engagent entre 10 millions et 100 millions d'euros de dépenses de recherche, elles sont tenues de joindre à leur déclaration de CIR un état détaillé précisant la part des titulaires d'un doctorat qui sont financés par les dépenses de recherche ou recrutés sur la base des dites dépenses, en indiquant notamment le nombre d'équivalents temps plein correspondants et la rémunération moyenne. C'est une obligation déclarative qui a été instituée ou modifiée plus exactement par la loi de finances pour 2020 et pour les fidèles d'entre vous que nous avions évoqué l'an passé dans le cadre du webinaire consacré à l'actualité du crédit d'impôt recherche avec Heming, dans le cadre de notre partenariat de longue date dont on se réjouit mutuellement. Alors, quelles sont les particularités liées à la situation sanitaire qui, malheureusement, ne s'améliore pas? Le ministère de l'économie et des finances a publié le 2 mars dernier un communiqué reconduisant en fait les termes d'un précédent communiqué ministériel, une précédente tolérance, indiquant que les entreprises qui bénéficiaient de crédits d'impôt restituables en 2021 pouvaient d'ores et déjà demander le remboursement de leur solde de crédit d'impôt reportable et restituable après imputation, le cas échéant, sur leur montant d'IS, et ce, sans attendre la date de limite de dépôt de la déclaration de résultat. Ce dispositif s'applique au crédit d'impôt donc restituable, comme le CICE et le CIR, pour la partie qui arrive à échéance cette année. Ça signifie que pour les grandes entreprises, notamment, qui doivent attendre 3 ans si elles sont en période déficitaire ou qu'elles ne payent pas suffisamment d'IS pour se voir restituer le crédit d'impôt, eh bien pour la fraction qui était restituable en 2021, elles peuvent d'ores et déjà solliciter le bénéfice du crédit d'impôt recherche, et ce,
quelle que soit la taille de l'entreprise, y compris si elle a pris l'engagement de responsabilité, notamment de non-distribution de dividendes, parce qu'elles ont sollicité un PGE, par exemple. Donc, ce remboursement s'effectuera au moyen d'une demande de remboursement 2573 de la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt spécifique. Une précision, cela étant, malheureusement, on n'a toujours pas de tolérance administrative ou de texte législatif qui permettrait aux entreprises de solliciter immédiatement le remboursement de leurs créances de cire sans attendre l'année au titre de laquelle ce remboursement est restituable à l'entreprise. Vous vous souvenez sans doute qu'une mesure de cette nature avait été prévue dans le cadre de la précédente crise financière que nous avions traversée en 2009. Ce n'est toujours pas le cas dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Et bien entendu, pour terminer sur ce point, les sociétés qui remplissent la qualité de PME communautaire ou qui sont en situation de procédure collective, elles, peuvent de toute manière toujours solliciter le remboursement anticipé sans attendre le délai de 3 ans. Voilà, Laïla va poursuivre maintenant avec plusieurs points d'attention sur notamment les dépenses de personnel. Merci Eric. Effectivement, une fois que les modalités de déclaration du crédit d'impôt recherche sont maîtrisées, nous allons effectuer un focus sur les dépenses de personnel, poste de dépense qui est particulièrement suivi par les vérificateurs. Donc, une fois vos projets éligibles identifiés, le préalable de votre déclaration de crédit d'impôt recherche est d'identifier les phases de projets éligibles au crédit d'impôt recherche. Ces phases doivent répondre à la définition de recherche et développement issue du manuel de Frascati. Donc, une fois ces projets identifiés, il est possible de valoriser le personnel ayant travaillé sur ces projets. Il faudra être en mesure de justifier le temps des salariés ayant travaillé sur les 10 projets. Ces temps font l'objet de vérifications régulières par les organes de contrôle. Du coup, il faut être en mesure de justifier avec rigueur et précision les temps passés par vos salariés sur les projets de R&D éligibles. Ne sont valorisables que les salariés ayant effectué de la R&D et uniquement le temps durant lequel ils ont travaillé sur ces travaux éligibles. Il faudra donc, dans un premier temps, identifier le personnel éligible, puis, dans un second temps, justifier les temps passés en recherche et développement par ce personnel. Concernant les moyens de preuve, l'administration fiscale n'a pas indiqué de méthode de preuve pour justifier ces temps. Dès lors, vous avez toute latitude pour prouver par tout moyen les temps valorisés. Notre retour d'expérience démontre que la méthode la plus sécurisée est de tenir à la disposition de l'administration fiscale une base de pointage qui est à tenir à jour au fil de l'eau pendant que vos salariés travaillent sur vos travaux de R&D. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'une obligation légale. En résumé, il n'y a pas de formalisme particulier attendu, mais la méthode la plus sécurisée est d'avoir une base de pointage pour tenir à jour ces temps. Les attentes des administrations, c'est d'avoir une répartition du temps par projet et par personne et un phasage des projets. Attention toutefois à une valorisation à 100% du personnel R&D. Il existe des solutions clés en main, comme par exemple l'Aboxi avec qui Enin dispose d'un partenariat. C'est une solution suffisamment précise et rigoureuse qui a fait ses preuves lors de retours de contrôles fiscaux pour les sociétés ayant utilisé cette solution. Également, nous voulons faire un focus concernant le CIR 2020, puisque il y a eu cette crise sanitaire et du coup, il y a un retraitement du chômage partiel lié à la Covid-19 qui est à effectuer. En effet, le traitement de l'indemnité versée par l'État est le suivant. Dans le cas du chômage partiel, le salarié va percevoir au minimum une indemnité qui est versée par son employeur à hauteur de 70% de son salaire brut, soit 84% de son salaire net. Et cette indemnité peut être portée à 100% pour les salariés au SMIC. Cette indemnité, pour rappel, constitue un revenu de remplacement et n'est pas soumise à cotisation sociale. Du coup, elle n'est pas comprise dans le salaire brut sécurité sociale.
et cette indemnité est remboursée par l'État in fine. Donc, elle n'est pas économiquement supportée par l'entreprise. Par conséquent, cet élément de rémunération ne peut pas être considéré comme une dépense de personnel éligible au sens de la doctrine administrative. Ainsi, le calcul du coût horaire du personnel concerné devra être réalisé sur la base des heures réellement travaillées. Le traitement du maintien du chômage partiel doit être effectué avec rigueur et précision. Ensuite, une fois donc les temps valorisés et justifiés, il conviendra de vérifier le profil du personnel valorisé. Il s'agit là encore d'un point qui est énormément regardé par les organes de contrôle et on le verra par la suite, ça a fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle. Donc, même si la doctrine n'exige pas de formation particulière ou de profil technique particulier pour être valorisé au crédit d'impôt recherche, elle a une exigence et va vérifier que les salariés ont porté un concours indispensable au projet de recherche. Nous indiquons ici des éléments qui permettent, lors des contrôles fiscaux, de prouver que vos salariés ont bien participé à des opérations de R&D. Bien entendu, il n'y a pas de preuve parfaite et l'administration va procéder par faisceau d'indices. À titre d'exemple, le diplôme sera intéressant. Par exemple, si vos salariés ont une formation qui correspond aux travaux de recherche que vous avez valorisés, ça peut être intéressant de le fournir à l'administration fiscale. Ça démontre que, de par leurs connaissances, vos salariés sont en mesure d'effectuer des travaux de recherche. Également, le CV démontre pour un salarié qui n'a pas un diplôme en adéquation avec les travaux valorisés que, par expérience, votre salarié a bien effectué de la recherche et développement dans le domaine des travaux réalisés. Donc là encore, ça peut être intéressant de le fournir à l'administration fiscale. Cela démontrera que certes, le salarié n'a pas une formation en adéquation avec les travaux, mais de par son expérience, il a pu acquérir des connaissances indispensables pour mener à bien les travaux de recherche et développement. Ensuite, nous avons par exemple les contrats et fiches de paie. Donc, les fiches de paie vont servir à justifier le montant valorisé. S'agissant des contrats, il peut comporter la description des travaux réalisés par vos salariés. Ça peut être effectivement également un point intéressant à fournir. Les contrats et diplômes sont généralement des éléments qui sont demandés par l'administration fiscale. Ensuite, nous avons la fiche de poste qui peut être intéressante de fournir si vos salariés ont dans la description de leurs travaux une partie importante consacrée à la recherche et développement. Le pointage, comme vu précédemment, c'est quelque chose qui est demandé généralement. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une obligation légale, mais il faut garder en tête qu'il faut prouver les temps valorisés et dans ces cas, avoir une base de pointage est la méthode la plus fiable et sécurisée. Également, si vos salariés ont délivré des livrables durant l'année et qu'il est clairement indiqué comme ayant été effectué par vos salariés, il peut être intéressant de les fournir. Donc, il s'agit de tout un ensemble de preuves qui va vous permettre de prouver à l'administration fiscale que vos salariés ont bien un profil qui leur permet de faire de la R&D et donc d'être valorisés au crédit d'impôt recherche. Nous allons effectuer par la suite un focus sur le poste de dépense de la sous-traitance et pour ce faire, je vais laisser la parole à Maître Quentin. Merci Laïla. Alors la sous-traitance est toujours un sujet, une piste de redressement en matière de crédit d'impôt recherche très importante et qui donne lieu au fil des années à des décisions jurisprudentielles notables émanant de cours administratifs d'appel ou du Conseil d'État. Alors on rappelle qu'il y a deux types de sous-traitance déjà. Il y a le sous-traitant qui n'est pas agréé et le sous-traitant qui est agréé par le MESRI, c'est-à-dire en fait le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc en l'absence d'agrément, évidemment, le moins qu'on puisse attendre en termes de justificatif, c'est que le sous-traitant non agréé délivre des factures en bonne et due forme, mais il est évidemment mieux d'avoir un contrat, un cahier des charges qui décrit précisément les travaux qui sont effectués. Mais en tout état de cause, le donneur d'ordre, donc celui qui confie les dépenses qui sont externalisées, ne pourra pas prendre en compte les dépenses externalisées au profit d'un sous-traitant non agréé dans l'assiette de son CIR. Il en va différemment
lorsque les dépenses sont externalisées au profit d'un prestataire public ou d'un prestataire privé agréé par le MESRI. Dans ces cas-là, sous certaines conditions, on y reviendra, le donneur d'ordre peut prendre en compte les dépenses dans l'assiette de son CIR avec un plafond qui est différent selon que le sous-traitant est lié ou pas, donc appartient au même groupe économique ou pas, que le donneur d'ordre. Et là, le degré d'exigence des autorités fiscales est plus important. Comme vous le voyez sur l'arborescence qui vous est présentée, il faut un contrat, les liens avec les projets, qui sont des projets de R&D chez le donneur d'ordre, le cahier des charges, les livrables qui présentent les développements effectués par le sous-traitant et bien entendu les factures. Donc il incombe au donneur d'ordre de justifier chaque euro en quelque sorte, et les attentes des administrations tant fiscales que des experts du MESRI sont assez fortes en matière de sous-traitance. On a eu une décision très importante du Conseil d'État le 22 juillet dernier qui concernait la Fédération nationale des agriculteurs de semences, puisqu'en effet, le litige portait sur un sujet qui a fait l'objet de nombreux rappels par les autorités fiscales, c'est-à-dire, est-ce que pour prendre en compte dans l'assiette du CIR des dépenses externalisées auprès d'un prestataire privé agréé, est-ce que ces dépenses doivent elles-mêmes être de manière autonome des dépenses de R&D, ou bien suffit-elle qu'elles s'inscrivent dans un programme de R&D mené et initié par le donneur d'ordre? La position de l'administration fiscale était de considérer que le donneur d'ordre ne pouvait pas prendre en compte les dépenses en question dans l'assiette de son CIR s'il ne s'agissait pas d'opérations de R&D autonomes. En d'autres termes, s'il s'agissait de dépenses isolées. Le Conseil d'État, saisi de ce litige, a invalidé la position qui avait été retenue par la Cour administrative d'appel de Paris et a considéré de manière très claire que les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d'impôt du donneur d'ordre, quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche, à partir du moment, bien entendu, où ces prestations sous-traitées s'inscrivent dans un programme de R&D, en constituent une brique, en quelque sorte, qui a été menée à l'initiative du donneur d'ordre. Nos retours des contrôles fiscaux en cours ou passés, qui donnent lieu à des contentieux devant les juridictions administratives, nous indiquent que l'administration fiscale entend faire sienne la position du Conseil d'État en ce qui concerne la sous-traitance de spécialité. Et donc, c'est un point important, d'autant que le guide du CIR 2020 publié par le MESRI n'a pas été actualisé en tenant compte de la jurisprudence du Conseil d'État, ce que nous pouvons regretter, bien entendu. La deuxième actualité jurisprudentielle concerne cette fois-ci le cas des sous-traitants agréés et de la prise en compte à leur niveau de dépenses de R&D lorsqu'il y a un contrat de prestation avec un donneur d'ordre. Alors, on se souvient que la Cour administrative d'appel de Versailles, dans plusieurs décisions définitives, car faute de pourvoi en cassation dans le Conseil d'État, du 22 janvier 2019 concernant les sociétés Capgemini et Atran Technologies, a considéré que lorsque le donneur d'ordre confie à un prestataire privé agréé des dépenses qui ne sont pas des dépenses de R&D ou qui s'inscrivent dans un programme de R&D pour le donneur d'ordre, mais qu'il s'agit de prestations d'ingénierie ou de prestations de services à l'occasion desquelles le prestataire développe un programme de R&D, eh bien, dans un tel cas de figure, et sous certaines conditions qui vous sont exposées sur le slide qui vous est présenté, le prestataire privé agréé peut prendre en compte ces dépenses dans l'assiette de son CIR. Restait un autre point à éclaircir, qui était le point de savoir si le prestataire privé agréé devait déduire la totalité des dépenses qu'il engageait lorsqu'il était dans un cadre contractuel de R&D avec un donneur d'ordre. Et dans la décision Takima du 9 septembre 2020, à la suite d'un recours pour excès de pouvoir qui a été formulé, le Conseil d'État a apporté une précision très importante qui règle également un certain nombre de contentieux. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil d'État a considéré que les sous-traitants agréés devaient déduire de l'assiette de leur CIR seulement les dépenses de personnel qu'ils engageaient, le prix de revient en quelque sorte, mais pas la marge qu'ils facturaient aux donneurs d'ordre. Parce qu'en effet, si on suivait la position de l'administration fiscale et qu'on déduisait la totalité des facturations faites au profit du donneur d'ordre, eh bien, on aboutissait, de par la prise en compte de la marge, à réduire l'assiette du CIR pour les dépenses internes
du prestataire privé agréé, ce qui était relativement pénalisant pour ceux-ci. On espère donc que l'administration fiscale va faire évoluer sa doctrine pour tenir compte de cette importante décision du Conseil d'État. Autre actualité jurisprudentielle, toujours en matière de sous-traitance, elle concerne cette fois-ci ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade. En fait, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'un donneur d'ordre qui avait confié à un prestataire privé agréé des dépenses de R&D, la réalisation du moins de dépenses de R&D, et ce prestataire privé agréé avait lui-même confié tout ou partie des dépenses à un sous-traitant privé, mais non agréé par le MESRI, appartenant au même groupe économique que lui. Donc on avait une relation à 3 niveaux, le donneur d'ordre, le prestataire privé agréé et un sous-traitant prestataire privé non agréé. Et dans cette situation, vous l'imaginez bien, on peut avoir un risque de double prise en compte d'une même dépense de R&D par 2 personnes différentes, à savoir le donneur d'ordre, dans la limite du plafond, et le sous-traitant privé non agréé de 2e rang, puisqu'en vertu de la doctrine administrative et de la jurisprudence, celui-ci peut prendre en compte les dépenses de R&D s'il les engage à son niveau et pour son besoin. L'administration fiscale prétendait donc que dans une telle situation, le sous-traitant privé non agréé devait exclure ses dépenses de l'assiette de son CIR. Le Conseil d'État, dans l'affaire ACE France, rendue le 9 juin 2020, a dit rien dans les textes, du moins avant le 1er janvier 2020, ne s'opposait à la prise en compte par le prestataire privé de second rang non agréé de telles dépenses dans l'assiette de son CIR, sauf si l'administration fiscale arrive à démontrer qu'on est en présence d'un montage qui caractérise une fraude à la loi dans le but pour le sous-traitant privé non agréé de 2e rang de prendre du CIR indûment alors que les dépenses sont déjà prises en compte par le donneur d'ordre et qu'en quelque sorte le sous-traitant privé agréé de 1er rang n'est qu'une façade dans le but de tromper l'administration fiscale. Alors cette décision du Conseil d'État n'est pas définitive puisque le Conseil d'État a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Paris le soin de déterminer si oui ou non dans l'espèce en question on est en présence d'un montage frauduleux dans le but destiné à égarer l'administration fiscale et à prendre abusivement du CIR au niveau du sous-traitant privé de second rang. Voilà, j'espère avoir été clair, car ce n'est pas toujours évident ce genre de situation. Alors, situation qui a un intérêt, enfin décision de jurisprudence qui a un intérêt rétrospectif pour les litiges en cours, car on rappelle que la loi de finances pour 2020 a largement interdit, ou du moins, sauf certaines dérogations très strictes, la sous-traitance en cascade. En effet, pour les dépenses externalisées depuis le 1er janvier 2020, en pareille situation, eh bien, le donneur d'ordre ne pourra pas prendre en compte dans l'assiette de son CIR les dépenses qui sont externalisées au profit d'un prestataire privé agréé si celui-ci a lui-même externalisé toute une partie des dépenses auprès d'un sous-traitant non agréé de son rang. Donc il importe au donneur d'ordre de bien s'assurer que le prestataire privé agréé réalise lui-même les dépenses et de bien le contractualiser parce que s'il y a une remise en cause, elle pèse sur le donneur d'ordre. Donc, il faudra que le donneur d'ordre puisse se retourner le cas échéant contre le sous-traitant privé agréé, car celui-ci ne lui a pas indiqué qu'il avait lui-même externalisé les dépenses. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet, vous voyez, très conséquent, comme chaque année, de la sous-traitance. Et Laïla va poursuivre avec l'utilisation de la créance de CIR. Merci Eric. En effet, une fois votre déclaration déposée et sécurisée, la question qui se pose est que faire de votre créance de crédit d'impôt recherche? Le principe de base est que le crédit d'impôt recherche s'impute sur l'impôt sur les sociétés. Cependant, dès lors que votre créance de crédit d'impôt recherche est supérieure à votre impôt sur les sociétés ou que vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, la société dispose d'une créance de crédit d'impôt recherche sur l'État. Le principe pour toutes les sociétés est que si votre crédit d'impôt recherche donc, ne peut s'imputer sur votre impôt sur les sociétés, la créance de crédit d'impôt recherche dont dispose la société va s'imputer sur les 3 impôts, sur les 3 IS suivants. Et à l'expiration de ce délai de 3 ans, la société pourra demander le reliquat ou la totalité
si la société n'a jamais payé d'impôt sur les sociétés. Donc, elle pourra demander le remboursement de son crédit d'impôt recherche par le biais du formulaire 2573. Par exception, certaines entreprises, dont les PME en l'occurrence, peuvent demander le remboursement immédiat de leur crédit d'impôt recherche. Donc, peuvent bénéficier de cette disposition les PME au sens communautaire. Les critères sont les suivants. Une entreprise est qualifiée de PME au sens communautaire si elle a moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Bien entendu, il y a des conditions à vérifier. Est-ce que la société est considérée comme autonome, partenaire ou liée? Donc, les sociétés qui entrent dans ces critères peuvent demander, après imputation sur leur impôt sur les sociétés, le remboursement de manière immédiate. Pour les autres sociétés qui souhaitent rendre liquide et exigible leurs créanciers, elles doivent effectuer cette demande au bout de 3 ans. Donc, il existe des solutions de financement pour obtenir la créance de manière anticipée. Dans un premier temps, nous avons le préfinancement du crédit d'impôt recherche qui est proposé par certains établissements bancaires. Il consiste pour la société de se rapprocher d'un établissement bancaire et de se faire financer ses travaux avant même la déclaration du crédit d'impôt recherche. L'établissement bancaire va financer les travaux de recherche et par la suite, suite à la déclaration, l'entreprise cédera sa créance de crédit d'impôt recherche à l'établissement de crédit qui lui avait fait une avance. Également, suite à la déclaration de crédit d'impôt recherche, une société qui dispose d'une créance dont elle ne peut encore demander le remboursement peut mobiliser sa créance auprès d'un établissement bancaire. Il s'agit de la mobilisation de créance. Dans ces cas-là, elle va se rapprocher de son établissement bancaire qui va auditer les travaux de recherche pour s'assurer que le crédit d'impôt recherche a été sécurisé et qu'en cas de contrôle fiscal, il n'y a pas eu de remise en cause du crédit d'impôt recherche. Dès lors que la créance est certifiée par le commissaire aux comptes de l'administration fiscale, la société va céder sa créance à l'établissement bancaire qui, en cas de contrôle fiscal, pourra se retourner contre la société pour qu'elle justifie sa créance et qu'il n'y ait pas de remise en cause. Enfin, il est également possible pour les sociétés d'imputer, une fois que la créance est devenue liquide et exigible, donc soit immédiatement pour les PME, soit au bout de 3 ans pour les autres entreprises, il est possible de demander l'imputation de leur créance de crédit d'impôt recherche sur un autre impôt. Ça peut être une échéance à venir de l'impôt sur les sociétés, donc en N+4 ou N+5, mais ça peut être également sur un autre impôt, comme par exemple sur la TVA. Il faut pour cela demander l'autorisation à l'administration via un formulaire dédié. Le dispositif du crédit d'impôt recherche a fait l'objet de nombreuses évolutions, comme on a pu le voir. Il y a eu certaines actualités marquantes dont on veut vous faire part. Donc, je laisse la parole à Maître Quentin pour vous présenter les 2 premières actualités. Oui, alors la première, merci Laïla, elle est toute récente, puisqu'il s'agit d'une décision du Conseil d'État du 24 février dernier à propos d'une société qui exerçait une activité de conception de sites Internet. Et la question posée à la haute juridiction était de savoir si les personnes qui n'ont pas de diplôme ou de qualification professionnelle dans le domaine scientifique, ce qu'on appelle le personnel de soutien, sans que ce soit péjoratif bien entendu, peuvent être prises en compte, ou du moins les rémunérations qui leur sont versées, dans l'assiette du CIR lorsqu'ils réalisent des travaux nécessaires à des opérations de R&D, mais sous le contrôle de techniciens de recherche. On sait que l'administration fiscale a une position restrictive sur le sujet. Le Conseil d'État a dit clairement, réglant l'affaire au fond, que peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligible, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu'ils fassent obstacle, donc la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou une qualification professionnelle. En l'occurrence, il s'agissait de personnes qui travaillaient sur des besoins fonctionnels auxquels devait répondre un projet et à élaborer dans des langages informatiques adéquats des applications à construire dans le cadre de ce projet. Et ces personnes avaient réalisé des tests fonctionnels et des analyses sous le contrôle du directeur technique de la société responsable des travaux de recherche. Le Conseil d'État a donc considéré que les rémunérations de ces personnels, qui bien que n'ayant pas la qualité de chercheurs, eh bien, pouvaient
être prises en compte dans l'assiette du CIR. C'est sans nul doute une décision très intéressante qui va trouver des rebondissements intéressants pour les sociétés concernées pour élargir l'assiette de leur crédit d'impôt recherche. On voulait également faire un petit retour sur toujours cette maudite crise sanitaire et ses conséquences, pour vous rappeler qu'en matière de contrôle fiscal, le gouvernement a pris par ordonnance un certain nombre de mesures, et notamment visant à prolonger le délai de reprise dont dispose l'administration fiscale pour un délai au moins équivalent à la période d'état d'urgence sanitaire qui a été déclarée lors du premier confinement pour la période du 12 mars au 23 août 2020. L'administration fiscale dispose d'un délai équivalent à cette période dite de gel pour redresser notamment les déclarations fiscales qui auraient dû être déposées avant le 31 décembre 2017. En d'autres termes, en matière fiscale, l'administration pourra procéder à des propositions de rectification jusqu'au 14 juin prochain, s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2017 ou l'impôt sur le revenu, mais également les déclarations de crédit d'impôt recherche afférentes à l'année 2016 qui ont été déposées début 2017 peuvent être contrôlées par l'administration fiscale jusqu'au 14 juin prochain. Il n'y a pas d'égalité des armes. Les sociétés, elles, ne disposent pas d'un délai équivalent pour déposer des déclarations rectificatives sur l'année 2017. Voilà, il était bon de vous le rappeler à l'heure où les contrôles fiscaux semblent reprendre de manière un petit peu plus intensive qu'auparavant. Et justement, Laïla, vous allez nous parler des tendances en matière de contrôle. Exactement, Eric. Alors, du coup, nous avons souhaité effectuer un focus sur les tendances liées aux contrôles fiscaux. Pour rappel, les principaux chefs de rectification depuis quelques années portent sur 3 sujets généralement. Nous retrouvons dans un premier temps l'éligibilité des projets de recherche et développement. Dans un deuxième temps, les dépenses de sous-traitance, même si on l'a vu avec l'arrêt FNAPS, ça commence à se décanter au niveau du nécessaire A, il y a toujours des litiges liés soit à la justification, soit à d'autres sujets. Et enfin, dans un troisième temps, on retrouve la qualification des personnels éligibles. Outre ces principaux chefs de rectification, on rencontre de nouvelles tendances liées à ces chefs de rectification en contrôle pour nos clients. On retrouve notamment des litiges liés à la distinction de la sous-traitance de capacité et de spécialité qui, on le rappelle, est prévu uniquement dans le guide du ministère. Et on le rappelle, ce guide n'a pas de valeur réglementaire. On rencontre souvent aussi une demande de plus en plus fréquente de la part des organes de contrôle, avec une demande concernant le découpage des projets par phase, avec une justification des contributions individuelles de chaque personne. Et enfin, des demandes de plus en plus fréquentes sur la justification des temps d'usage au titre des dotations aux amortissements. On vous invite à télécharger sur notre site, mais également sur le site du cabinet Hoche, le guide du crédit d'impôt recherche qui décrypte et maîtrise le contrôle fiscal en 7 points clés. Il s'agit de l'édition 2021. Donc n'hésitez pas, vous allez retrouver toutes ces tendances dans ce guide. Enfin, nous souhaitions faire un rappel, ouvrir le webinaire sur la loi de finances pour 2021 qui a apporté de nombreux aménagements relatifs au crédit d'impôt recherche et dont la principale mesure adoptée donc, dans le cadre de cette loi de finances pour 2021 est celle de l'harmonisation des règles de sous-traitance des prestataires publics et privés avec la suppression à compter du 1er janvier 2022 du doublement de la prise en compte des dépenses relatives aux opérations de recherche confiées à des organismes publics ou assimilés. Donc, ce doublement d'assiette a fait l'objet d'une plainte présentée à la Commission européenne et, in fine, donc la loi de finances pour 2021 prévoit la fin du doublement de ces dépenses, mais aussi, du fait de cet alignement, prévoit 2 limites, 2 plafonds qui vont s'appliquer aux organismes publics. D'une part, nous retrouvons le fait que les dépenses de sous-traitance pour des opérations confiées à des organismes publics ou privés sont prises en compte dans la limite de 3 fois le montant
total des autres dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche et d'autre part, leur montant ne saurait excéder globalement le plafond de 10 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on observera la fin de la majoration du plafond de 2 millions d'euros qui s'applique initialement pour les opérations de recherche confiées aux organismes publics. Enfin, nous posons une question ouverte pour lesquelles nous attendons des réponses dans un décret qui va préciser les modalités d'application de cette harmonisation. C'est quid de l'agrément? Est-ce que l'organisme public devra obtenir aussi un agrément auprès du ministère? Donc, pour rappel, ces règles entreront en vigueur au 1er janvier 2022. Et enfin, nous avons eu un deuxième aménagement relatif aux procédures de rescrit du crédit d'impôt recherche à compter du 1er janvier 2021. Seul le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sera compétent pour apprécier la demande de rescrit CIR. Je vais repasser la parole à Delphine pour la session questions. Merci beaucoup Laïla et Eric pour cette présentation et ces informations fort utiles pour déclarer son CIR 2020. Nous avons effectivement un certain nombre de questions qui sont arrivées et je vais commencer par poser la première. Quel est votre avis sur les temps passés par opération de R&D et donc le découpage projet, phase, opération? Qui souhaite répondre à cette question entre Eric et Laïla? Comme vous souhaitez, Eric. Alors le découpage qui est sollicité en fait notamment par, j'imagine, les agents du MESRI ou les experts désignés par le MESRI, c'est vrai qu'on a une exigence, enfin Leïla pourra compléter ou contredire, mais on a une exigence de plus en plus forte d'avoir un découpage de cette nature qui n'est pas strictement nécessaire. Le tout, c'est de pouvoir démontrer que les opérations ou les dépenses sont en lien avec des projets de recherche et s'insèrent dans des projets de recherche. Mais c'est vrai que ce phasage et ce découpage est de plus en plus exigé en pratique par l'administration fiscale et les experts du MESRI. Merci beaucoup Eric. Est-ce que Laïla, tu veux rajouter quelque chose ou... C'est tout bon pour moi, c'est parfait. Effectivement, ça fait partie des exigences du moment et on conseille de les appliquer pour apporter les justifications dont nécessitent les organes de contrôle. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question qui concerne le chômage partiel. Qu'en est-il du quote-part restant à la charge de l'entreprise? Peut-elle être intégrée au calcul du salaire annuel du salarié? Qui souhaite répondre à cette question? Peut-être Laïla? Oui, je vais peut-être prendre la main sur cette question. Au niveau du calcul du chômage partiel et notamment du coût horaire, cela fait partie de précisions nécessaires, c'est-à-dire on va vérifier est-ce que la charge est économiquement supportée par l'entité ou pas, et auquel cas il conviendra d'effectuer ces retraitements-là de manière assez précise. Nos experts ont effectué des calculs précis pour éviter pour être le plus rigoureux possible sur ce retraitement-là. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher du cabinet Heming et on pourra vous faire part de ces précisions. Merci beaucoup Laïla. J'ai une question concernant les délais offerts à l'administration pour la prescription des déclarations ne concernant que les déclarations 2017. Est-ce que les déclarations 2018 et donc le CIR 2017 seront bien prescrites au 31/12/2021? Peut-être que Maître Quentin peut répondre à cette question. Alors écoutez, oui, Delphine, à date, parce qu'évidemment, malheureusement, la situation peut être évolutive. Il n'y a pas eu d'ordonnance habilitant le gouvernement donc, à proroger le délai de reprise des déclarations de CIR 2017 déposées en 2018. Donc, en principe, le délai de reprise expire toujours à la fin de l'année. Bien évidemment, si la situation devait évoluer et si les services de contrôle ne pouvaient pas être en mesure de diligenter leurs contrôles fiscaux, notamment en cas de nouveau confinement, peut-être, je n'en sais rien, on vous tiendra au courant, mais à date, encore une fois, le délai de reprise des déclarations en question expire bien le 31 décembre prochain. Merci Eric. J'ai une autre question concernant les dépenses sur les prestataires non agréés. Est-ce que ces dépenses peuvent-elles être prises en compte dans l'assiette du CIR ou pas?
Et qu'en est-il de la présence d'un cahier des charges précis des travaux effectués par ce prestataire qui montrait un lien avec les travaux de recherche effectués? Je pense que c'est plutôt pour Maître Quentin, c'est vous qui avez travaillé sur ce sujet. Oui, alors en ce qui concerne, comme je l'indiquais rapidement, hein, un prestataire non agréé peut prendre en compte des dépenses à son niveau, même si elles sont refacturées pour partie à un donneur d'ordre. Mais attention, on a de plus en plus de contrôles là aussi de l'administration fiscale, et notamment de cas de redressement lorsqu'il s'avère que le prestataire privé non agréé est par exemple une entreprise, une ESN, et qu'elle met à disposition du personnel dans une autre entreprise. Si ce personnel est détaché une bonne partie de son temps dans d'autres entreprises pour effectuer des travaux, l'administration fiscale est très circonspecte sur la possibilité de prendre en compte ces dépenses dans l'assiette du CIR du prestataire non agréé. Donc il faut vraiment que celui-ci démontre que pendant les périodes d'intercontrat, par exemple, ou même s'il est détaché chez les clients pendant une petite partie du temps, eh bien, il a travaillé sur des projets de R&D initiés par le prestataire non agréé et dans lequel il est à l'origine de ces projets et que le prestataire non agréé en supporte le coût, pour partie au moins, et les risques. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel je vous invite à être précautionneux et c'est une réponse à faire au cas par cas en fonction de chaque situation, car il y a effectivement des contrôles pour les ESN qui mettent à disposition du personnel chez les clients et qui ne sont pas agréés. Merci beaucoup, Eric. Alors, j'ai une question concernant les entreprises qui n'obtiendraient pas leurs créances dans les délais, alors même que celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond. Cette société peut-elle obtenir des intérêts moratoires? Peut-être Laïla peut y répondre? Oui, effectivement, nous avons eu plusieurs décisions jurisprudentielles durant l'année 2020 dans lesquelles la Cour administrative d'appel a considéré que lorsque l'administration fiscale refusait le remboursement d'une créance CIR et qu'à la suite d'une procédure devant une juridiction administrative, elle a obtenu gain de cause, l'administration doit verser des intérêts moratoires comme s'il s'agissait d'un dégrèvement d'impôt. Merci Laïla. Une autre question qui vient d'arriver. Un contrôle fiscal est en cours sur les exercices 2016 et 2017. Peut-il justifier la mise en suspens du remboursement du solde du CIR de 2016? Qui souhaite répondre à cette question? Alors, je peux y répondre si vous voulez, à moins que Laïla, vous souhaitez y répondre. Je vous en prie, Eric. Alors, en pratique, normalement, l'administration ne devrait pas suspendre le remboursement de la créance de CIR. Cela étant, malheureusement, dans les faits, on constate que lorsqu'il y a un contrôle qui est déclenché, eh bien, il y a une suspension du remboursement, car l'administration, c'est le service d'assiette et de recouvrement, attend la fin du contrôle pour procéder au remboursement de la créance si celle-ci peut s'avérer suspicieuse. Donc pour ce faire, les contribuables ne sont pas démunis de moyens. Hein. S'ils sont en situation financière difficile et à condition qu'il y ait urgence, ils peuvent faire un référé suspension ou provision pour obtenir le remboursement immédiat de la créance. Mais malheureusement, c'est une pratique un petit peu à la cow-boy, on va dire, désolé du terme, des services de contrôle, de suspendre le remboursement tant qu'un contrôle est en cours. Merci Eric pour cette réponse. Écoutez, nous arrivons au terme de notre webinaire. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Si vous en avez d'autres ensuite, n'hésitez pas à utiliser l'adresse email suivante finance-innovation@eming.com. Bien évidemment, nous ferons suivre les questions à Laïla et Maître Quentin. Je me permets de remercier encore l'ensemble des participants. Et bien évidemment Maître Quentin et Laïla pour leurs explications très instructives, en espérant que vous pourrez déclarer votre CIR 2020 en toute sérénité. Je vous dis au revoir à tous. Au revoir Laïla, au revoir Eric. Merci, au revoir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.